Très bien. Quand vous dites nous avons perdu, hein, je voudrais qu'on précise, parce que nous, c'est nous les partisans d'une loi restrictive sur l'utilisation notamment des cellules souches, hein, qui fait partie de notre débat cet après-midi. Le sujet n'est pas d'être restrictif ou pas restrictif, c'est celui du cadre intellectuel et politique dans lequel on se met. Il est vrai que dans le texte, une grande ligne de clivage a opposé les partisans de l'autorisation, fût-elle encadrée, et les partisans dont je suis, de l'interdiction, en assumant qu'il puisse y avoir des dérogations à cette interdiction. Le principe de l'interdiction et des dérogations n'est d'ailleurs pas exceptionnel dans le droit français. Il existe dans d'autres domaines, mais vous voyez bien que la différence entre l'interdiction avec dérogation et l'autorisation encadrée, c'est le sens de la charge de la preuve, et c'est dans l'interdiction avec dérogation l'idée que l'embryon et les cellules embryonnaires n'étant ni une chose ni tout à fait une personne, on ne souhaite cependant s'éloigner de la personne que le moins possible. Et là aussi je dis il faut qu'on balaye devant notre porte, parce que les scientifiques sont très très durs. Quelquefois, et alors les biologistes encore peut-être que les autres, je suis biologiste, je le sais, quelquefois un biochimiste refuse de parler à un physiologiste, pour prendre cet exemple-là, mais je crois qu'il y a des gros progrès dans les mentalités, et là je souhaite que les législateurs, les autorités politiques aient des incitations beaucoup plus fortes que celles qui existent aujourd'hui. J'ai été, moi, dans une institution qui s'appelle l'Institut universitaire de France, qui est transdisciplinaire, et ça m'a enrichi considérablement. Merci. Yves Sénatien, pour répondre, il y a beaucoup de choses dans la question. Peu de commentaires, sauf pour vous suivre sur la plupart des domaines, et pour vous dire que dans le domaine des nanotechnologies se pose une question identique à celle de l'amiante, qui est celle des nanotubes de carbone, pour lesquels aujourd'hui on n'a pas énormément d'informations. En France, on a une usine de production, c'est Arkema qui est à Pau, si je ne me trompe pas. Malgré tout, je dois reconnaître que cette société communique dessus et prend tout un ensemble de précautions pour protéger l'environnement du travail, parce que ça c'est un aspect aussi qu'on n'a pas évoqué aussi, c'est la sécurité des travailleurs. Et d'ailleurs avec sans doute des problèmes qui ont eu lieu en Chine, qui ont été rapportés, bon, avec quelques doutes, mais néanmoins sans doute une réalité derrière. Et on est exactement dans la situation que vous évoquiez, c'est-à-dire qu'on suspecte réellement que on est face à un problème avec les nanotubes de carbone qui est équivalent à celui de l'amiante, mais qu'on n'en a pas réellement aujourd'hui la rigoureuse démonstration. Et donc, alors que l'on est déjà à un stade de production avec des centaines de tonnes qui sont manipulées en permanence. Donc une vraie difficulté, mais on est face ici à un autre problème qui est celui du développement industriel, de la recherche industrielle et des applications industrielles qui ne passe pas forcément par un cadre réglementaire adapté. Oui, parmi les interventions, il y en a une qui m'a particulièrement marqué, c'est l'intervention de notre doctorant nous apprenant que les jeunes n'étaient pas motivés par les études scientifiques. Or, ceci me rappelait, et pardonnez-moi l'exemple et le parallèle, le football où on forme en France d'excellents joueurs qui vont gagner beaucoup d'argent à l'étranger. Alors, il nous disait qu'il y avait beaucoup d'étrangers qui venaient se former, soit. Il est évident que dans un but d'humanisme, ça nous semble être une bonne idée. Toutefois, la recherche et le développement apparaît pour les nations un enjeu fantastique de développement pour les années qui viennent. Alors, ce qu'il faut savoir, si dans les certains pays où les facultés sont financées par des, j'allais dire lobbying industriel, mais en tous les cas par des fondations industrielles, par les industriels, intéressent beaucoup plus les futurs scientifiques qui feront de la recherche, compte tenu que leur avenir économique est assuré. Alors, qui souhaite répondre à la question? Allez, Julien Guénolé-Valtin et Hervé Mariton. Julien. Je pense que vous faites allusion par exemple au système anglo-saxon alors, le système anglo-saxon, je le connais très mal, interne. Le seul truc que je peux dire, c'est qu'en tout cas, il attire beaucoup de chercheurs formés français, qui ne sont pas forcément attirés par le salaire, même s'il est beaucoup plus élevé, qui sont surtout attirés dans certains. Il y a le salaire qui joue, mais ils sont aussi attirés par la faculté de pouvoir travailler avec des moyens, et sans forcément passer la moitié de leur temps à monter des projets pour avoir les moyens de travailler. Hervé Mariton souhaitait intervenir sur la question. Oui, deux observations qui prolongent, et puis une troisième. Clairement, je vous dis, la question de la rémunération des chercheurs est un sujet.
et le temps que les chercheurs consacrent à l'administration de la recherche. Quand on est chercheur, c'est qu'on aime chercher, et aujourd'hui, la nécessité pour un chercheur en France de mobiliser des moyens, de participer à des appels à projets dans tous les sens, tout ça prend un temps absolument extravagant. Troisième observation, c'est dans la relation entre enseignement supérieur et recherche, y compris dans le grand emprunt, mais plus largement sur la mobilisation financière réelle qui est en place en France depuis 2007. On fait dans le discours politique et dans l'action, on fait en général un paquet commun de l'université et de la recherche. Les présidents de la conférence d'université ont pris le pouvoir au moment de la sortie de la crise du CPE et ont réussi à imprimer un dialogue avec le pouvoir politique qui a conduit à plus d'argent pour l'université. Et en général, on met ça sous un chapeau commun, université-recherche. Or, même s'il y a des liens, des complémentarités, des enseignants-chercheurs, tout ça, construire un amphi et financer un labo, ça n'est pas exactement la même chose. Pardon, un prolongement pour la vision européenne de l'organisation et de la stimulation des programmes de recherche. Je voudrais simplement souligner 3 points. D'abord, la recherche fait vraiment partie des objectifs majeurs de développement de l'Europe. Et aujourd'hui, si nos chercheurs peuvent être adossés à une volonté politique, stratégique à l'heure de la mondialisation, si nos chercheurs français peuvent l'être, c'est aussi parce qu'il y a cette volonté européenne tout à fait déterminée. Et là, 3 exemples. Le premier point, ce sont les programmes de développement de la recherche que l'Europe a demandé aux laboratoires de recherche de mettre en place, mais depuis déjà de très longues années. Il y a une véritable habitude de nos laboratoires de recherche français et de nos chercheurs français à répondre à des appels d'offres européens et à s'inscrire dans une vision européenne de l'organisation de la recherche avec des laboratoires correspondants. Je pense en particulier sur des secteurs sur lesquels je travaille plus, la recherche contre le cancer ou sur l'Alzheimer. On voit bien que là, il y a des connexions européennes extrêmement importantes et nous avons besoin de connecter ces laboratoires de recherche, cette recherche française, pour pouvoir exister au niveau international. Le deuxième point, c'est que l'Europe soutient ces programmes par des programmes de mobilité de chercheurs. Troisième point, c'est que nous souhaitons vraiment, au niveau européen, qu'une partie de la relance économique de l'Europe passe vraiment par la recherche. Et je suis toujours inquiet quand on oppose les laboratoires de recherche et les structures universitaires. Et à mon sens, les présidents d'université, mes successeurs, ont très bien fait de rappeler que c'est très bien d'avoir d'excellents laboratoires de recherche. Si vous n'avez pas d'étudiants à mettre dedans, vous allez rapidement tarir le recrutement. L'enseignement nourrit la recherche. Pasteur disait, la recherche appliquée, ce sont les fruits de l'arbre, et l'arbre, c'est la recherche. Ce que je dirais, l'arbre, c'est l'enseignement, et les fruits, c'est la recherche. Je ne sais pas si le système du CNRS était le système idéal, et heureusement, le CNRS, comme d'autres, l'INRIA, l'INSERM, l'INRA, a su construire des passerelles avec l'université, tout comme il y a des passerelles entre l'université et les écoles. Je fais bien cependant un propos que Jean-Louis Beffal, l'ancien patron de Saint-Gobain, était venu tenir devant la commission des finances que nous auditionnions et qu'il était à l'époque responsable de l'agence pour l'innovation industrielle que le président Chirac avait mis en place, qui était par rapport à une idée souvent répandue à droite. Pour le coup, c'est une critique d'une idée fréquente à droite que je fais là, qui est celle de l'éclatement. On n'en est plus là aujourd'hui. Il y a eu longtemps la volonté d'un éclatement du CNRS,
Et l'observation de BEFA que je fais mienne, c'est de dire, faites attention, si vous supprimez ces grands instituts de recherche français type CNRS, INRA, INRIA, INSERM, avant d'arriver à l'université, les chercheurs seront arrivés aux États-Unis. Madame la députée, s'il vous plaît, voulez-vous me rejoindre et vous remettre en souvenir de votre présence et avec le remerciement et au nom des Lions de France, la médaille des Lions de France qui vous laissera un souvenir de cette journée. Messieurs les députés, s'il vous plaît. Merci beaucoup d'être venus. Je sais que vous avez un emploi du temps un peu plus chargé. Je crois que vous avez beaucoup dormi cette nuit et que vous allez encore voyager beaucoup. Donc je voulais vous remercier de votre présence à nouveau avec les Lions de France et vous remettre en souvenir, et j'en ai l'honneur, au nom des Lions de France, cette médaille qui marquera cette journée fort intéressante. Monsieur le député, merci. Monsieur Caffier, s'il vous plaît. Je voudrais vous remercier. On nous avait dit que vous étiez un excellent professionnel, vous nous l'avez confirmé, et nous avons été heureux que vous ayez accepté d'animer ce débat, pas facile, mais extrêmement passionnant. Et j'aimerais aussi, à ce titre, vous remercier et vous remettre la médaille des Lions de France en souvenir de cette journée. Dans la salle, c'est comme vous voulez, on va laisser la place à Michel Voronoff qui va s'installer. Il s'agit de se demander s'il faut avoir peur de la science. Il faut se demander s'il y a un moyen qui permet aux citoyens d'aller de l'autre côté de la vitrine. Quand je suis occupé, non pas de vulgarisation de la culture scientifique et technique, mais de diffusion de la culture scientifique et technique, et les mots ont leur importance, c'était une image à la mode. Les citoyens sont de l'autre côté de la vitrine, il faut les faire entrer dans le magasin. Nous avons entendu des exposés dans un certain ordre. Si vous le permettez, je vais, même si vous ne le permettez pas d'ailleurs, je vais prendre le problème un petit peu différemment. Je vais d'abord m'intéresser et m'interroger sur l'objet du savoir, c'est-à-dire nanotechnologie, biotechnologie. Je m'intéresserai ensuite aux outils de la connaissance, aux moyens que nous avons pour passer de l'autre côté de la vitrine, justement. Ce que l'on peut souhaiter, nous, les Lions, avec notre culture humanisme, avec nos exigences de valeur, c'est de responsabiliser sans inquiéter. Alors, responsabiliser sans inquiéter, c'est vite dit parce que jusqu'à présent, on nous a quand même inquiétés. Les travaux qui ont été faits, il faut que nous puissions avoir une idée sur les nanotechnologies, sur les cellules souches. Et justement, on a bien compris, en entendant M. Péchinski ce matin et Hervé Mariton cet après-midi, que les avis divergeaient. L'un nous dit que l'interdiction avec dérogation ruine toute la recherche française. Et le ministre nous dit, pas du tout, on peut parfaitement arriver à responsabiliser les chercheurs et à avoir une recherche sur les cellules souches, avec d'excellents arguments d'ailleurs, qui permettent malgré tout de progresser. Notre collègue Péchin nous a développé d'une manière très claire la façon dont on pouvait, jusqu'à 5 jours et demi, faire progresser les cellules souches, et j'ai même réussi à comprendre la différence entre ces cellules souches et les autres cellules qui, d'après ce que j'ai compris, présentaient des tas d'inconvénients. Les cellules embryonnaires supposent, il faut le dire quand même, que l'on considère une fraction d'être humain comme n'étant pas un être humain. C'est toujours le problème de la limite. Moi, j'ai essayé d'être un simple citoyen à l'esprit ouvert, et j'ai eu l'impression
que, à condition de fixer des règles extrêmement précises et d'encadrer, alors il faut savoir jusqu'où on encadre, et d'encadrer, on pouvait considérer que l'utilisation des cellules souches embryonnaires prélevées sur des embryons morts, c'est bien ce que j'ai compris, morts mais non détruits, eh bien on arrivait à immortaliser ces cellules, ou en tout cas leur conserver leur immortalité et leur pluripotence. Et en effet, je crois que dans toutes ces questions d'éthique, nous sommes soumis au doute. Le législateur aussi, même s'il a des certitudes personnelles, Hervé Mariton nous a bien dit qu'il y avait d'une part la sphère privée dans laquelle il pouvait exprimer ses sentiments, puis d'autre part le bien commun. Et je crois que ce bien commun, c'est peut-être à la fois le respect de l'autonomie de chacun, la soumission à des règles qui nous permettent de vivre ensemble, et au fond, ce que nous appellerions, nous les lions, un véritable espoir, c'est-à-dire une tension vers l'humanisme. Merci.